Allô, allô. Salut tout le monde. Allô, allô. Allô tout le monde. Donc aujourd'hui, on accueille l'Aurore, qui est une coach en identité. Donc l'Aurore va nous parler de l'estime de soi. En attendant, on attend que quelques personnes se connectent. Alors, comment ça va? Salut Marc! Salut Marc! Comment tu vas? Donc, on va parler de l'estime de soi. L'estime de soi à l'enfance, comment ça nous poursuit à l'adulte. Donc, comment c'est important et pourquoi c'est important de travailler l'estime de soi au plus jeune âge pour éviter les impacts négatifs rendus à l'adulte et tout ça. Donc, on se rappelle qu'il y a une différence entre l'estime et la confiance en soi. Donc, l'estime de soi, c'est vraiment de connaître sa valeur dans ce qu'on vaut, apprendre à s'aimer en dépit de nos défis, donc connaître nos forces, nos défis et s'aimer en dépit de tout. Et la confiance en soi, c'est connaître ses capacités. Donc, de quoi on est capable, nos forces, nos dons, nos talents. Donc, c'est avoir confiance en nos capacités. Donc, aujourd'hui, on va parler beaucoup plus de l'estime de soi. Parce qu'à partir de 8 ans, en fait, les enfants à partir de 8 ans commencent à intégrer des groupes, donc veulent intégrer des groupes d'amis. Et à partir de cet âge aussi, l'importance de ce que font l'ami, ce que disent l'ami, comment il habille, ils donnent beaucoup d'importance à ça. Donc, voilà pourquoi, à partir de cet âge, le besoin, c'est de travailler leur identité. Donc, que ces enfants puissent connaître qui ils sont, connaître leurs forces, leurs défis, se valoriser et tout ça. Je vais profiter en même temps pour envoyer à l'Aurore. Attendez, l'Aurore. Ok, l'Aurore. Voilà, donc j'ai invité. Donc oui, c'est à partir de cet âge, c'est important de travailler l'identité parce que les enfants, à partir de cet âge, commencent à se laisser influencer, commencent à regarder ce que font les autres, à vouloir imiter les autres pour pouvoir intégrer les groupes, pour ressembler aux amis, pour faire partie d'un club et tout ça. Donc il est important de travailler leurs besoins, donc ça passe par la confiance. Donc comment les rendre responsables dans les petites choses du quotidien. Salut l'Aurore! Comment les rendre responsables dans les petites choses du quotidien, comment leur donner les responsabilités, soit au niveau de leur hygiène, soit au niveau des tâches à la maison, à l'école et tout ça. Donc, c'est vraiment travailler leur confiance pour qu'ils puissent s'estimer, donc voir à partir de leur force et tout ça, puis se valoriser. Oui, Laura, je vais t'envoyer une demande. Attends, je vais t'envoyer une demande. Je pense que j'ai envoyé en plus. Laura. Donc, Laura va nous parler beaucoup plus sur l'estime de soi, l'identité, les enfants, l'adulte, donc parce qu'elle, elle travaille avec des adultes. Salut Laura, Coucou. ça va bien? Oui, ça va. Je ne maîtrise pas exactement Instagram, donc Ok, donc c'est correct, je te vois et je t'entends très bien. d'accord, super. Ok, est-ce que de ton côté ça va? Ouais, Ok, là je te vois, moi je te vois. d'accord. Est-ce que tu me vois, tu m'entends aussi? Oui. Ok, t'as pas l'air sûr. Franchement, j'ai délaissé Instagram, ça fait des années, donc je maîtrise plus. Je suis plus vraiment Instagrammable. Ok, toi t'es plus Facebook, c'est ça, ouais. Ok, mais je pense que ça va aller, je te vois, on se voit, on s'entend, donc ça va aller. D'accord, ok, super. C'est bon. Fait qu'est-ce que tu peux commencer par t'introduire, donc nous parler de qui tu es, ce que tu fais dans la vie de tous les jours. Oui, oui. Une minute, s'il te plaît. Voilà, ok, C'est bon. c'est bon. Avant toute chose, j'aimerais faire un coucou à tout le monde, à tous ceux ou à toutes celles qui nous suivent. Ni préciser que j'ai des filles, elles sont en bas âge, j'en fais encore des bébés. Donc, j'ai des jumelles, vous allez sûrement les entendre en fond sonore.
Donc, je présente mes excuses d'avance par rapport à ça. Puis, me présenter, je m'appelle Laurore et j'accompagne les femmes, pas seulement chrétiennes, mais les femmes en général qui sont meurtries émotionnellement. Je les accompagne à vivre une restauration dans leur identité, puis à se préparer au mariage. Donc, ma mission, c'est en deux volets. Et je suis vraiment OK. honorée d'être là. Ah, moi aussi, je suis vraiment contente que tu sois là. Donc, tu accompagnes tant au niveau de l'identité et aussi à la préparation au mariage. Tout à fait. Cool. Fait qu'est-ce que tu peux nous raconter un peu ton quotidien? Comment ça se passe? À quel type de femme tu as le plus souvent affaire? Comment ça se passe concrètement dans ton quotidien? Ok. Bah, généralement, je discute avec des femmes qui sont, on va dire, qui sont blessées, des femmes qui sont meurtries, des femmes qui ont des problèmes de manque de confiance en soi, d'estime de soi, des femmes qui ne comprennent pas leur réelle valeur. Un peu ce type de femmes-là. Je sais pas si j'ai vraiment OK. répondu ou s'il faut que je creuse davantage. Oui, oui, oui. Il faut que je creuse davantage? Bien, c'est bon. Non, non, c'est bon. C'est bon, j'ai compris. En fait, je veux savoir, ces femmes, est-ce que ce sont des femmes qui ont acquis des blessures durant l'adulte ou c'est des femmes qui ont accumulé des blessures depuis l'enfance, l'adolescence et tout ça? Bon, je dirais il y a aussi des blessures qui viennent du parcours de l'éducation par rapport aux attentes des parents, au type de parents qu'on a eu, au type d'éducation qu'on a reçu. Donc forcément, moi je pense que excuse-moi, excuse-moi une minute, voilà, lorsqu'on arrive et qu'on a l'éducation nous donne un certain background, l'éducation facilite un peu les choses. Lorsque tu as eu une éducation vraiment où on a pris le temps d'ancrer, c'est quoi ton identité en crise, et c'est quoi ton identité, vraiment on a pris le temps de poser les bonnes bases. Une fois adulte, il y a certains choix que tu ne feras pas. D'ailleurs, d'abord, il y a certains choix que tu ne feras pas. La conscience de qui tu es va guider en fait le choix des actions que tu vas poser, le choix de ton entourage, le choix des choses que tu vas permettre ou pas dans ta vie. Donc, ça va faire en sorte que forcément, tu vas pas faire certaines expériences, tu vas pas vivre certaines choses, tu vas pas poser certaines actions qui te seront nuisibles ou nocives en fait. Donc, il y a, oui, le background familial, il y a l'éducation qui compte grandement. Et OK. surtout en Afrique, hein, Puis est-ce que, en fait, la famille, ça a une part très, très, très importante. L'opinion des parents et tout ça en tant qu'Africain, waouh, surtout dans certaines régions, c'est c'est très lourd en fait. C'est très lourd. C'est très lourd. Mhm. Puis, fait qu'est-ce que cela signifie que l'identité ne se travaille pas tant que ça? Oh, attends, il y a quelqu'un qui a dit qu'on te voit pas bien. Salut Esther, est-ce que tu peux reculer un peu ta... Ok, je pense que oui. Ok, Et je pense donc, qu'on te voit mieux. Tu nous diras si c'est mieux Esther. Je pense que c'est mieux, mais bon, on va voir. Oui, fait que c'est ça. Est-ce que tu trouves que, par exemple, notre communauté, est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qu'on travaille ou qu'on néglige d'un côté? Quand on parle d'identité, quand on est jeune avec les enfants, est-ce que c'est quelque chose qui se travaille? Ok, là, c'est bon. Ou c'est quelque chose qu'on néglige un peu? je pense que malheureusement, on ne travaille pas ça. On se dit, je suis dedans, donc je suis dedans. On n'a pas forcément la culture de penser ou de croire que voilà, c'est quelque chose qu'on peut travailler, c'est quelque chose, par exemple, de mettre des limites. Il y a des décisions qu'on peut prendre pour assainir son entourage, pour mettre des limites dans son entourage. On n'a pas forcément cette culture-là. Et moi, je parle plus du fait qu'on soit afro, souvent nous les afros et tout ça, on n'a pas vraiment, c'est pas comme, je dis pas que c'est impossible, je dis pas que ce sont des choses qui ne se font pas, Hmm. mais c'est pas, comment je vais dire ça? C'est pas des choses qu'on fait de C'est pas façon, naturel. voilà, c'est pas naturel. Ça prend que la personne ait une intelligence renouvelée par rapport à ça. Ça prend peut-être que la personne ait eu une influence autre que ça pour comprendre que, OK, même dans le cercle de l'entourage, même dans le cadre de la famille, c'est important de mettre des limites, c'est important de faire ceci, c'est important de faire cela. Donc, je pense que Hmm. nous, on n'a pas forcément le réflexe oui, voilà, le réflexe de faire ce genre de choses-là. Hmm.
Mais je pense qu'on commence à sortir de ça parce que c'est vrai qu'on a été sous-représenté aussi dans des médias et tout ça. Mm. Donc, on a appris à aimer l'autre, à aimer tous les gens qui ne nous ressemblent pas, sauf nous-mêmes. Mm. On nous a appris à aimer ceux qui ont une autre couleur, ceux qui ont d'autres cheveux, Mm. tous les gens qui sont complètement différents de nous. Fait que je pense que c'est nouveau pour nous d'apprendre à nous aimer, à aimer nos cheveux, à aimer notre couleur, à nous aimer en tant que personne. Donc, je pense que ça part aussi de loin. Donc, nos parents l'ont pas appris. Mm. Fait que c'est encore plus difficile pour eux de nous l'apprendre parce qu'eux, ils sont en mode survie, en fait. Mm. Tout à fait. Et puis, on ne peut donner que ce qu'on a, en fait. Donc, ils nous ont donné le meilleur d'eux-mêmes, ils nous ont donné ce qu'ils ont reçu. Parce que, en fait, moi, je pense que la génération de nos parents est une génération à vraiment saluer. Parce ils ont l'éducation à l'africaine, l'éducation, l'ancienne éducation, c'est une éducation vraiment à la dure. C'est pas le type d'éducation bienveillante que nous, on a la grâce d'avoir aujourd'hui, puis on décide de donner à nos enfants. Donc, il y a eu, je pense que la génération de nos parents, c'est vraiment une génération qui s'est dit, qui a un peu marqué la transition et qui a fait en sorte que c'est devenu possible pour nous, en fait, d'avoir un type d'éducation bienveillante. Ça a été un peu un mix de l'éducation très, très, très stricte puis un mix d'éducation bienveillante. Ça fait que nous autres, maintenant, on a un peu la possibilité, c'est beaucoup plus facile pour nous de pencher vers l'éducation bienveillante. Parce que si on avait eu que ça, rien que ça, ça aurait été beaucoup plus, je pense, difficile. Donc, moi, je pense que, Mhm. voilà, la génération de nos parents, elle est vraiment à saluer. Elle est vraiment à saluer. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'ils ont fait beaucoup d'efforts parce que eux, ils ont quand même fait du progrès. Ils se sont améliorés par rapport à ce que eux, ils ont Mhm. reçu. Mais malheureusement, ils ne pouvaient pas faire plus que ça parce qu'ils n'ont pas reçu plus que ça. Voilà, Donc, ils se sont débrouillés pour nous donner les meilleurs. Ils voilà, ont fait des progrès. Ils ont essayé de pas reproduire les mêmes choses que leurs parents. voilà. Mais en même temps, il y a des choses que, peu importe la volonté, il y a des choses qui s'apprennent, il y a plus d'efforts à faire, mais je pense qu'on n'était pas rendu là aussi, mais notre génération, on en a beaucoup plus de choses et on a beaucoup plus de choses à notre disposition aussi Mhm. pour mieux aider puis éduquer nos enfants. Tout à fait. Puis, Internet a facilité les choses. Il y a toi, tu es là, tu fais un travail et tu il y a beaucoup de personnes en fait qui font que maintenant on se rend compte que c'est possible. On comprend les avantages de l'éducation bienveillante, on comprend les avantages de voilà de pouvoir discuter, de pouvoir communiquer avec son enfant. On comprend beaucoup de choses, puis on a les outils, on sait, on nous enseigne comment faire. Ce que nos parents n'ont pas eu. Aujourd'hui, Internet est comme, waouh, Internet a facilité les choses. Internet a facilité les choses. Et je pense que si nos parents avaient eu ce qu'on nous on a aujourd'hui, bah, ils auraient fait la même chose, sinon mieux que nous. Donc oui, nous on a une Exact. grâce en ce sens-là, que on a vraiment une grâce en ce sens-là. Exactement. Bon, moi, j'ai appris l'existence des blessures émotionnelles. Je pense, que j'avais quoi, 22, 23 ans? J'ai appris l'existence de c'était quoi des blessures émotionnelles. Je lisais le livre Les 5 blessures qui nous empêchent d'être soi-même. Et je me suis reconnue dans tellement de blessures et je reconnaissais mes parents là-dedans, mais je me dis, ils sont même pas au courant, en fait, qu'ils ont ces blessures-là. Fait que c'est vraiment, en fait, c'est poignant. Tu sais, tu lis un livre, puis à toutes les phrases que tu lis, tu sens que ça te touche. C'est vraiment poignant de découvrir à quel point il y a des choses qui sont inconscientes, à quel point tu as des comportements, des attitudes, des actions qui sont guidées par tes blessures, quand au fond de toi, tu t'es toujours dit, c'est moi, c'est Mhm. mon caractère, c'est ma façon, je ne peux pas changer, j'ai toujours été de même, mais que ce sont juste des blessures. Fait que oui, ça m'avait vraiment touchée. Je me disais, oh my God, mes parents, en fait, je les reconnais dans des blessures et je sais qu'eux sont même pas conscients de ces blessures. C'est dur, en fait. Oui, en fait, c'est vraiment triste. Le truc, c'est que je pense que notre background d'afro a fait que on a hérité de beaucoup de blessures. On a un héritage qui Mhm. est très lourd. La communauté afro est Ouais. une communauté, franchement, oui, on a un background très lourd. Et ça fait que facilement, tu peux retrouver une personne avec beaucoup de blessures. Et quand je dis une personne, Mhm. moi, je me retrouvais dans beaucoup de blessures. Donc, quand Mhm. tu te mets Merci. à grandir, quand tu te mets à te former, quand tu te mets à faire des recherches, quand tu te mets à découvrir ton identité en Christ, là, tu te rends compte que, en fait, ce que je pensais être mon caractère, ce que je pensais être Mhm. moi, eh bien, ce n'est pas moi. Moi, je prends mon exemple. Mhm. Moi, j'étais très colérique. J'étais très colérique. J'étais, comment je vais dire ça? Très, 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 le son chaud, je parlais à voix haute et tout ça.
je ne savais pas que je pouvais être douce pour moi, douceur, euh, Mhm. est différent de Laurent. Aussi. Ça n'a rien à voir avec moi, c'est aux antipodes de moi. Et je me rappelle un jour, j'étais en train de méditer la parole, puis j'étais en train de, voilà, de dialoguer avec le Seigneur et tout ça. Et le Saint-Esprit de me dire que, Laurent, tu es douce, en fait. Et là, je tombe des nues. Parce que je lui dis, c'est pas moi. C'est pas moi. Il me dit, c'est toi. Tu es douce, tu es une femme douce. Et à partir de ce moment-là, j'ai dû apprendre à réagir, à agir autrement. Il y a eu, au niveau de mes pensées, un renouvellement. Il y a eu beaucoup d'actions qui ont été posées et ça a été progressif. Mais aujourd'hui, gloire à Dieu, je ne suis plus aussi, je ne suis plus colérique, je n'explose pas, en fait, j'ai appris que quand tu guéris de tes blessures, automatiquement, il y a des choses qui disparaissent. Puis avec du travail, lorsque tu travailles sur toi-même, lorsque tu fais certaines choses, ça fait que tu manifestes de plus en plus ta vraie identité en Christ. Mhm. Donc, oui, c'est pas parce que depuis ta naissance, toi, tu as l'habitude d'exploser, toi, tu as l'habitude d'être impatient, toi, tu as l'habitude d'être, comment je vais dire ça, d'être à fleur de peau, de pleurer pour un oui, pour un non, que c'est ton identité. Il se pourrait que oui, les blessures conditionnent tes réactions, les blessures que tu as, ça conditionne ta façon de voir le monde, ta façon de voir les choses, ta façon d'appréhender les gens autour de toi et tu adoptes un caractère, un comportement qui, non, n'a rien à voir avec ton identité réelle, en fait. Donc, oui, ça, Mhm. c'est Mhm. vraiment quelque chose qui Ouais, est c'est vrai. Dernièrement, je regardais mon carnet. Je pense que j'avais 14 ou 16 ans quand j'avais écrit ces phrases. Puis je me décrivais, en fait, je me décrivais comme une personne qui était stricte, qui était exigeante, qui n'était pas attirante du tout. Et j'ai vraiment écrit pas attirant du tout. Fait que je voyais tout ce que je décrivais et aujourd'hui, je me regarde, je me dis, ce n'était pas moi, en fait, c'était juste mes blessures. Mais à ce moment-là, j'étais tellement convaincue que, en fait, il fallait que je représente ces caractères-là. Je savais que j'étais stricte, alors il n'était pas question que je sois douce ou sage, je suis stricte. Fait que je n'étais pas attirante, donc il n'était pas question que je prends plus soin de moi-même, je le savais à la base. Donc, c'est toutes ces mauvaises croyances qui guident nos actions, en fait, qui vont guider nos actions. Puis à force de se laisser guider, on finit par se définir par ce qu'on fait, on finit par se définir par ce qu'on est. On est fier de ça, même si des fois on sent qu'à l'intérieur, et il y a ça aussi. Je pense qu'il y a l'ego aussi qui n'aide pas dans ce cas-là, parce que même si des fois on sent qu'on devrait changer, qu'on sent que ce n'est pas tout à fait bon, mais il y a l'ego de je ne peux pas changer. En fait, si je change, les gens vont me marcher dessus. En tout cas, moi, c'était ça. C'était si je change, ils vont me marcher dessus, ils vont me piétiner. Fait qu'il faut que je garde le standard assez élevé, il faut que je reste assez cette personne qui dit tout ce qu'elle pense, qui n'a pas peur de rien, peu importe ton titre, je disais tout parce que j'avais déjà ce statut. Et même quand, au fond, je savais que, OK, finalement, t'es allé trop loin, mais je disais non, c'est moi. Je ne changerai pas parce que si je change, ben alors ils vont me marcher dessus, je vis de l'injustice et je ne veux pas. Donc, il y a aussi l'ego qui vient jouer aussi dans tout ça parce qu'à la base, on ne sait pas qui on est. Donc, on essaie de se définir, de se trouver et l'ego n'aide pas non plus dans ces situations. tout à fait, tout à fait. Voilà. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance? Donc, comment tu as grandi, comment ça a été avec tes parents et tout ça, un peu de ton enfance? Moi, j'ai eu une super belle enfance. J'ai eu, voilà, une super belle enfance, une bonne atmosphère. Euh, je pense que j'ai grandi en étant aimée. J'ai ressenti l'amour de mes parents. On priait en famille, on lisait la parole en famille. Je ne suis pas sentie négligée, quoi que ce soit. Plein d'autres sont aimés, tout simplement. Et puis, c'est à l'adolescence que les choses ont commencé par aller, on va dire, de mal en pis, avec la découverte de l'amour, tout ça, le regard des autres, puis les relations avec les parents qui, en fait, on s'éloigne, en fait. On vit des choses, on vit de nouvelles choses, puis on ne sait plus vraiment comment communiquer avec les parents. On ne les voit pas comme des complices. On ne sait pas trop quoi leur dire parce que forcément, on n'a pas assez de bonnes bases en communication avec eux. Donc, toutes ces choses qui font que oui, on commence par s'éloigner. Puis, il y a toutes sortes de discours internes qu'on a. Et voilà, quoi, on se retrouve.
à se dévaloriser, peut-être à se manquer de respect. Et en fait, les expériences négatives qu'on vit aussi à l'adolescence, il y a beaucoup de drama, en fait, à l'adolescence. À l'adolescence, on vit, les petites choses prennent des ampleurs disproportionnées. Oui. Il y a une amie qui te dit aussi, et pour toi, c'est la fin du monde. Il y a quelqu'un qui te fait ceci, c'est la fin du monde. Tu as un crush voilà, la personne n'accroche pas et tout ça avec toi. Et pour toi, c'est la fin du monde et ça te brise en ta confiance en soi, ça te brise dans ton identité. Puis donc, c'est à peu près ce parcours très typique Mais là. Comment... Mhm. Mais je pense que tout ça, c'est parce on gère les situations par nous-mêmes et aussi avec d'autres amis de notre âge. Fait qu'on n'a pas vraiment quelqu'un qui nous guide avec sagesse, qui est capable d'accueillir nos émotions, de dire pleure, c'est normal, mais voilà ce que tu peux faire, ça ne doit pas t'empêcher parce que nous, étant donné qu'on le gère nous-mêmes et avec des amis qui sont aussi immatures que nous, donc c'est encore plus difficile de dire comment je peux réagir, est-ce que j'ai le droit de pleurer, à quel moment, qu'est-ce que je fais. Mais en même temps, tu es toute seule en train de décider et tu as l'impression d'avoir un fardeau, le plus gros fardeau du monde. Qu'ensuite, tu avais un guide, quelqu'un qui pouvait, ou ta mère qui pouvait être là et de dire c'est normal de pleurer pour un garçon, mais voilà ce que tu peux faire, voilà. Ça aurait été mieux, en fait. Tout à fait, tout à fait. S'il y avait eu comme cette ouverture-là, je me dis aussi que nous, notre génération, à nous, on a la grâce en fait de comprendre que certaines choses ne doivent pas être taboues. On ne doit pas juste dire à l'enfant, voilà, parce que tu penses ceci, parce que tu es attiré par ceci, c'est parce que voilà, forcément, tu n'es pas chrétienne, ou que tu as un problème, que tu as le diable, ce genre Le de diable. oui, en fait, nous, on comprend en fait que, en fait, ce sont des choses normales. Ce sont des choses normales. Puis, il faut juste accompagner l'enfant à comprendre, en fait. Expliquer à l'enfant pourquoi, voilà, on a telle vision des choses, les bienfaits et amener l'enfant à adhérer à notre vision au lieu de la lui imposer pour lui donner des détails, une histoire, ce Mhm. soir. Je pense que dans ce sens-là, c'est beaucoup plus facile pour l'enfant de comprendre pourquoi et fait de comprendre que ce sont bien et donc de participer et de développer le fait ça de se dire je vais me confier à maman parce que voilà elle ne me juge pas, elle est de bons conseils, elle me comprend. Mais quand il n'y a pas ça, quand tu sais que voilà c'est chaud chez toi, quand tu es attiré par quelqu'un tu vas pas le dire en fait parce que pour toi c'est Mhm. on va te traiter de tous les noms. Et ça va faire que tu vas t'éloigner, tu vas prendre tes distances, tu vas devenir secret, tu vas devenir enfermé, tu vas vouloir tout gérer toute seule parce que tu ne rentres pas dans la norme, dans le moule familial. Voilà. Donc, je pense que c'est ça aussi. Exactement. Parce que je me rappelle, ma mère nous avait dit, si quand t'es ado, il y a un garçon qui te dit qu'il t'aime, c'est parce que ce garçon est conduit par Satan. Fait que là, comment tu veux que je vienne raconter qu'à 12 13 ans, j'aime un garçon ou qu'un garçon est en train de me courtiser? Fait que moi, je préférais régler mes affaires, gérer mes affaires toute seule. Pas toujours de la bonne façon, mais je préférais ça qu'au lieu d'avoir tous les jugements du monde, les ci, les ça qui n'en finissent plus. Fait que c'est souvent aussi comment les parents se positionnent qui faisait en sorte qu'on n'avait pas d'ouverture. En fait, on connaissait déjà la réponse, on savait déjà à quoi s'attendre, Ouais. fait qu'on prenait pas la chance de venir raconter ce qui se passait dans notre vie. On avait l'impression d'être assez autonome, responsable, de savoir ce qu'on fait. On est en train de gérer, même si il y a rien qui fonctionne, puis on sait qu'on n'est pas capable de gérer, mais on préférait ça au lieu d'avoir le jugement. Mhm. Mhm. Des fois, on sent hein, qu'on est en train de foncer droit dans le mur, mais on ne revient pas en On arrière. préfère ça. Mhm. Ouais. On préfère ça parce qu'on veut pas de je te l'avais dit, tu n'as pas écouté, si tu avais fait ci, si tu on préfère parce que déjà à l'adolescence, on est dans une période où on veut être autonome. Donc on veut faire les choses par nous-mêmes, on veut prendre nos responsabilités, on veut montrer qu'on est capable d'eux, fait qu'on est quand même dans cette phase d'autonomie. Fait que pour nous, retourner demander de l'aide, c'est en fait un signe de faiblesse. C'est ne pas être assez responsable. C'est encore là que les parents vont te rappeler, ben je te l'avais dit, tu es encore un enfant. Tandis que nous, on n'est pas un enfant. Donc, on veut montrer qu'on est capable, même si on n'est pas capable et qu'on ne gère rien du tout, mais du tout pas. Tout à Ouais. fait. Mais, Ensuite, exactement. en fait, on est tellement pressé de rejoindre la vie adulte que on saute certaines étapes et on comprend pas forcément qu'on n'est pas encore mature. On veut Mhm. arracher cette indépendance-là à nos parents. Dans leur sagesse, hein, forcément, ils savent qu'on n'est pas mature, qu'on n'est pas prêt. Et au lieu de profiter de ça, nous, on le prend comme, voilà, comme une contrainte, comme si on veut nous limiter, comme si c'était un poids et tout ça. Et
voilà, on s'émancipe de ça et on fonce droit dans le mur, en fait. Ouais, exactement. Mhm. Exactement. Parce qu'on veut être trop autonome, on veut. Mais je pense aussi, il y a des choses qui n'ont pas été travaillées, en fait, parce que souvent, la liberté, c'est à nous de le prendre. Moi, c'est ce que j'avais compris quand j'étais ado. C'était à moi de prendre cette liberté. C'est à moi de dire, OK, c'est assez, je suis assez mature pour faire mes choix, pour faire mes affaires. Parce que on n'avait pas petit, on n'avait pas la responsabilité, en fait. On ne nous responsabilisait pas. Donc, on a attendu nous-mêmes de dire, OK, à 12 ans, là, c'est le temps que moi, je me responsabilise. Fait qu'on n'a pas appris, par exemple, à avoir telle chose comme responsable de telle chose, de ceci, de cela. Donc, nous, on se lève du jour au lendemain et on veut être responsable, mais on ne sait pas comment le faire parce qu'on ne l'a pas appris à être responsable. On n'a pas appris à gérer nos émotions. On n'a pas appris à être autonome. On n'a pas appris à nous exprimer avec sagesse. Parce que quand on s'exprimait à 8 9 ans, c'était oui, non, c'était OK, tu continues ou ça, c'est pas bien. Fait que c'était ils nous ont pas appris de comment ça se passe d'être autonome, comment ça se fait d'être autonome, d'être responsable, comment on peut le faire concrètement. Donc, nous, on essaie de le faire par nous-mêmes, mais on n'y arrive pas parce qu'on n'est pas assez mature. Puis, intellectuellement, physiquement, on n'est pas prêt pour ça, mais on le veut vraiment. Donc, c'est là qu'on fait toutes les expériences. C'est là qu'on s'embarque dans n'importe quoi. On imite les autres, même si on sait que ce n'est pas bien, même si on sait que ça ne représente pas les valeurs qui nous ont été inculquées, mais on préfère ça que de suivre nos parents. Mhm. Donc, ouais. Parce qu'en fait, je pense que à cette époque-là, on a un peu l'impression que nos parents sont nos bourreaux. Ils sont ceux qui nous privent de notre liberté, de Exactement. Un rival. d'être adultes et tout ça. Donc, on préfère aller vers tous ceux qui vont nous donner un semblant de liberté, ceux qui vont nous permettre Mhm. d'être nous-mêmes, d'explorer, voilà quoi, tout ce qu'on veut explorer. Surtout qu'on est Mhm. dans une phase de rébellion, tout ce que le parent te dit ne fais pas. C'est surtout ce que tu veux faire. C'est le ne fais pas là, que tu veux surtout. Donc, voilà, je pense que l'adolescence, c'est une phase très délicate, très délicate. Ça doit être abordé avec beaucoup de douceur, avec, oui, il y a la sagesse, il y a la grâce de Dieu sur. Et c'est vraiment une période qui te façonne et qui par la suite détermine l'adulte que tu vas devenir, la femme que tu Mhm. vas être demain. Si tu vas avoir une facilité à être confiante en toi, avoir une bonne estime de toi-même, il y a beaucoup de choses qui vont se construire dans l'enfant, puis qui vont se révéler à l'adolescence. Voilà quoi, ça va être amplifié à l'âge adulte. Donc, je trouve que c'est important, oui, de prendre du temps, surtout à l'adolescence, de poser de bonnes bases. Et éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Puis l'adolescence, c'est pas vraiment l'enfant, mais à l'adolescence, l'enfant est toujours sous la conduite, sous la responsabilité de ses parents. Donc, oui, durant cette phase-là, on doit encore éduquer. Et de sorte à ce que lorsque l'enfant ou l'adulte, hein, la personne majeure, lorsque cette personne-là va quitter la maison, lorsqu'elle ne sera plus sous notre responsabilité, on fait confiance à la parole de Dieu, on fait confiance à Dieu en sachant que, voilà, nous, on a fait notre possible, on a posé une bonne base et on sait que quand lui, il va aller à un autre niveau, il ne va pas s'en détourner, en fait. Même si, Mhm. même si ça vacille, même s'il fait des erreurs et tout, tôt ou tard, il va revenir à Dieu. Il va revenir à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne fera pas des erreurs, ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas de vent contraire, ça veut juste dire que tôt ou tard, il va revenir. Il ne va pas s'en détourner, il va revenir. C'est tout Mhm. simplement c'est comme ça que moi je comprends cette parole-là. Mhm. Mhm. Parce que oui, la prière n'enlève pas en fait notre partie de responsabilité. Ah oui. Oui, on va prier, oui, Dieu il va le faire, oui, le Saint-Esprit va nous guider, mais il y a aussi notre part de responsabilité à faire. Donc, notre part de responsabilité, c'est donner du temps à l'enfant, c'est de prendre le temps de connaître chacun de nos enfants, de savoir qu'est-ce qui fonctionne avec lui, qu'est-ce qui fonctionne avec l'autre, savoir quelle méthode utiliser, comment faire. Donc, c'est vraiment prendre le temps avec chacun des enfants. Pas juste les enfants en général, on fait une sortie, tout le monde est content, on mange la crème glacée. Mais chaque enfant, qu'est-ce qui fonctionne avec lui? Quelle approche utiliser avec celui-ci, celui-là? Parce que souvent, par exemple, dans des familles, tu vas voir, il y a toujours un qui prend un autre chemin. Il y a toujours un qui fait complètement différent des autres. Parce que lui, peut-être qu'il a eu trop de liberté ou il n'en a pas eu assez. Souvent, on va être équitable en faisant la même chose pour tout le monde. Donc, tout le monde rentre à 9 heures, tout le monde rentre, tout le monde fait ceci.
mais il y en a un qui est capable de gérer sa liberté, il y en a un autre qui n'est pas capable de gérer cette liberté-là. Donc, celui qui n'est pas capable de gérer, tu vas le perdre parce qu'il y en a trop. Celui qui est capable de gérer, c'est correct. Mais celui qui veut de liberté que tu n'en donnes pas non plus, ça ne marchera pas. Fait que c'est pour ça qu'il faut connaître chacun des enfants et de savoir que lui, qu'est-ce que je fais, quelle méthode j'utilise pour pouvoir, parce que t'as pas un groupe d'enfants, en fait. Le nombre, t'as chacun, c'est un enfant différent et tu dois t'assurer que chacun de tes enfants puisse réussir. Mais pour ça, il faut savoir appliquer la bonne technique avec chacun des enfants. Ah oui, c'est du boulot, hein, en fait. Quand tu as des enfants, puis essayer de connaître. Moi, les miennes sont bébés et puis sont des jumelles, mais sont complètement différentes. Puis de jour en jour, je me rends compte que c'est des personnalités, mais franchement, c'est une école pour moi. C'est une énigme pour moi. Et je suis là à demander à Dieu, Seigneur, aide-moi sérieusement pour comprendre ce qui marche avec celle-ci, puis ce qui ne marche pas avec celle-là. Et je me rassure en me disant que, ouais, voilà, on a encore le temps pour mieux les connaître, en fait. Je sens qu'elles sont des bébés. C'est vraiment demandant. C'est vraiment beaucoup d'engagement. C'est beaucoup Mhm. d'amour aussi. C'est, c'est, c'est vraiment le faire qui aiguise le fer, hein. Quand on est parents, c'est un autre monde. C'est beaucoup, voilà. Je pense que les autres mamans vont le dire. On fait de notre mieux, on essaie de toutes nos forces de, de donner ce qu'on a. Mais justement, on ne peut donner que ce qu'on a, en fait. Quand on ne peut pas donner autre chose. Et ça prend d'aller chercher, d'aller grandir euh, dans son estime nous-mêmes, d'aller grandir dans notre confiance en nous-mêmes, de comprendre certaines choses, de nous former peut-être pour comprendre comment ça fonctionne, pour mieux communiquer avec elle. Et c'est à partir de ce moment-là que ça va apporter, je pense, une nouvelle dynamique, quelque chose de nouveau, en fait, à notre relation avec nos enfants, dans notre communication. On va pouvoir vraiment être là. Parce que je pense que le rêve de toute maman, c'est vraiment d'avoir une bonne relation avec nos enfants. On ne veut pas perdre le lien là qu'on avait avec bébé, comment notre enfant dépend de nous, les bisous et tout ça. On ne veut pas vraiment perdre le lien. On veut garder ce lien-là, mais juste qu'en grandissant, le lien prend une autre forme. C'est plus beaucoup de bisous et tout ça peut-être, mais oui, on discute plus, voilà, on a une certaine complicité en tant que maman. Je pense que toutes les autres mamans, elles ont ce besoin-là, elles ont ce besoin. Donc c'est important de se donner les moyens, de donner les ressources pour pouvoir accomplir cette mission-là que le Seigneur nous a donnée en notre confiance. C'est magnifique. Mhm. En fait, il faut s'adapter, il faut s'adapter, en fait. Autant que les enfants grandissent, autant qu'il y a des choses qui vont changer, autant que nous aussi, on change nos façons d'intervenir, on change nos façons d'être avec eux, donc on s'adapte, en fait, à eux. Puis moi, j'ai une question pour toi. Je sais que Vas-y. question pour toi. Est-ce que tu penses que déjà des bébés, parce que moi j'ai des bébés, et je sais que tu t'adresses beaucoup aux ados, mais déjà des bébés, est-ce que tu penses qu'il y a des choses qu'on peut faire de particulier pour construire l'estime de l'enfant, la confiance, En fait, que l'enfant puisse nous faire confiance, qu'on puisse garder le lien là une fois adulte? OK. En fait, quand l'enfant est bébé, c'est souvent nous c'est souvent nous comme modèle, donc ce qu'on dit à l'enfant. Par exemple, on va déclarer des phrases positives sur lui. S'il est capable de répéter, on va faire répéter des phrases. Par exemple, je suis beau, je suis belle, je suis intelligente. Fait que c'est beaucoup nous, en fait, qui va le guider là-dedans parce qu'il ne comprendra pas nécessairement, mais il va avoir sa mémoire répétitive qui va faire en sorte qu'il se souvient que maman lui avait dit qu'il est beau. Et à cet âge-là aussi, l'enfant accorde beaucoup plus d'importance à ce que ses parents disent que, par exemple, un ami. Donc, il va accorder plus d'importance à ce que toi tu dis, à ce que l'enseignant dit. Donc, si tu le répètes, ben, l'enfant y croit. Donc, c'est à partir, par exemple, quand l'enfant continue de grandir, là, il est beaucoup plus exposé à d'autres choses. Là, ça devient plus difficile. Donc, c'est là qu'on va les impliquer directement pour qu'eux puissent croire. Mais quand ils sont vraiment petits, c'est vraiment nous qui va les répéter à partir des histoires bibliques, raconter comment Samson était fort, comment lui était. Donc, c'est vraiment, par exemple, avec des exemples du quotidien, montrer comment que tu es fier de lui, qu'il est beau. Donc, c'est vraiment toi, en fait, qui va travailler sa confiance quand il est petit. Mhm. Ok, merci. Ouais. Puis autant ils avancent et autant que nous, on change de méthode,
on va les exposer à des choses qui sont plus difficiles, à des modèles aussi positifs dans leur environnement, parce qu'il y a ça aussi. Mhm. Parce que des fois, on est leurs parents, mais on n'est pas leur modèle. Donc, des fois, ils vont choisir d'autres personnes extérieures comme modèle. Mais les personnes extérieures, c'est de savoir qui est-ce qu'ils voient, en fait, qui est-ce qu'ils fréquentent, quel type de personnes sont dans leurs entourages. Donc, si, par exemple, dans ton entourage, dans le quartier, tout le monde s'habille avec des pantalons en dessous, avec ci, avec ça, ben, c'est sûr qu'il va aller copier parce que c'est cool. Mais s'il voit que dans son entourage, ce sont des personnes qui sont dynamiques, charismatiques, qui ont confiance en eux, ils vont les copier, ils vont les prendre comme modèle. Fait que c'est aussi l'entourage joue beaucoup dans la confiance, l'estime. Ouais, Ok. ouais, beaucoup. Fait que là, est-ce que tu peux nous dire comment un enfant qui a une faible estime de lui-même, comment ça accompagne cet enfant rendu à l'adulte? C'est quoi les conséquences? Je pense que déjà quelqu'un, hein, qu'il soit enfant ou pas, lorsqu'il a une faible estime de lui-même, lorsque la personne n'a pas forcément confiance en elle, ça le suit. Soit enfant ou pas, ça le suit tout simplement. Et tant que la personne n'ira pas changer les choses, la personne va continuer par vivre malheureusement les conséquences négatives du manque de confiance en soi ou du manque de confiance en soi-même. Et les conséquences, quelques conséquences que je peux déjà relever, c'est déjà que la personne ne va pas oser exprimer ses opinions. Ce sont généralement des personnes qui vont avoir tendance à se couler dans le moule, à vouloir être invisible en fait. La personne pense qu'elle n'a pas de valeur, la personne n'a pas confiance, ne pense pas être capable en fait de pouvoir exprimer ses opinions. C'est quelqu'un qui ne va pas exprimer ses opinions. C'est quelqu'un qui va penser que ses opinions n'ont pas de valeur. C'est quelqu'un qui va avoir tendance à être comme un caméléon, à prendre la forme du groupe dans lequel elle est. Alors, pour devenir, comment je vais dire ça, un peu comme invisible dans la masse. Alors que dans sa personnalité, comment Dieu l'a créé, Dieu nous a créés tous unis. Personne n'est appelé à être comme invisible, à se fondre dans la masse. Nous avons tous une unicité, nous avons tous une particularité. Dieu nous a créés avec des dons et des talents, en fait. Donc, oui, je pense que ça peut être un premier impact négatif. Puis, on peut avoir tendance à construire sa vie par rapport à ce que les autres disent de nous, par rapport comment je vais dire ça, aux critères des autres. On construit sa vie pas en fonction de ce qu'on veut, pas en fonction de la direction que le Seigneur nous donne, mais en fonction de ce que les autres disent, en fonction de ce que notre entourage dit, même si on n'est pas d'accord avec, même si on n'aime pas ça, on se sent poussé à faire comme les autres pour avoir leur approbation, pour être dans le moule, pour appartenir à leur cercle. Parce qu'on n'a pas confiance en nous, on ne croit pas qu'on soit capable de vivre mieux, d'avoir mieux. Et l'autre chose que ça fait, c'est aussi que ça nous fait avoir, ça nous empêche de nous lever, en fait. Ça nous empêche de passer à l'action, ça nous empêche de réaliser ces projets, ces rêves qu'on a à l'intérieur de nous. Toutes ces choses-là qui brûlent, qu'on brûle de faire, ça nous empêche de nous lever, ça nous empêche de réaliser. Et moi, je trouve que c'est dommage parce que ça peut t'empêcher d'accomplir ta destinée. Le manque de confiance en soi, le manque de soi, c'est des choses, on n'a pas vraiment confiance, mais la portée négative, l'impact destructeur de ces choses-là, c'est tellement lourd, c'est tellement fort. Ça t'empêche de vivre ta vie, ça peut te rendre malheureuse tous les jours de ta vie. Tu vas pas vraiment comprendre pourquoi tu as cette vie-là, pourquoi tu es aussi frustrée, pourquoi tu es aussi malheureuse, pourquoi pour toi les choses ne vont pas bien, pourquoi les choses n'avancent pas bien dans ta vie. Tu as l'impression de vivre un cercle pas vertueux, mais plutôt néfaste en fait, malsain en fait, pour des choses qui peuvent vraiment être la cause. Puis je pourrais continuer durant des heures, hein, tu te manques de respect, tu as un discours interne négatif très fort. Moi, je dis même à mes coachés, en fait, il y a personne qui te juge aussi mal que toi-même. Quand tu t'entends te parler, tu es choqué en fait. Quand tu as, moi, je suis coach, donc j'ai ce recul-là. Et quand je prends la peine de checker, de voir leur discours interne, je à quel point c'est négatif. C'est quelque chose que je comprends parce que j'ai eu la même chose, j'ai vécu la même chose. J'avais un discours interne extrêmement négatif. Oui, forcément, on ne se respecte pas, on ne s'aime pas et on ne sait pas comment poser des limites aux autres. Les autres ne savent pas comment nous aimer parce que on renvoie aux autres l'image qu'on a de nous-mêmes.
on permet aux autres, nous-mêmes, on se permet de se faire, on le permet aux autres. Lorsque tu te montres le respect, tu vas permettre aux autres de te respecter. Lorsque tu te respectes fondamentalement, lorsqu'il y a des choses que tu ne te permets pas de dire, de penser de toi, tu ne permettras à personne, de dire personne de le faire, parce que tu te respectes. Lorsque tu t'aimes, il y a des choses que tu ne vas pas te dire. Et lorsque quelqu'un vient pour te dire ce genre de choses, c'est quelque chose que tu vas pas permettre, tu vas rejeter. Tu vas pas accepter certaines choses. Donc, pour moi, c'est fondamental pour avoir une bonne qualité de vie. Extrêmement important pour rentrer dans notre appel, accomplir notre mission. Et ça impacte même notre relation avec Dieu. Ça impacte notre relation avec Dieu. Donc, forcément, ce sont des pôles sur lesquels il faut travailler. Puis, il y a personne qui va te dire, moi, je suis arrivé là, j'ai 100% de confiance en moi, j'ai 100% d'estime en moi-même, je m'aime de façon 100% et tout ça, ça n'existe pas. On est constamment en train d'apprendre, on est constamment en train de travailler. Puis, jour après jour, il y a des circonstances, il y a des tempêtes, il y a des déserts qui viennent chercher ça, qui viennent attaquer ça. Aujourd'hui, je peux avoir une belle confiance en moi, puis demain, je vais être devant une situation qui, voilà, si je n'ai pas pris le temps de bâtir une solide confiance en moi, demain, ma confiance en moi sera à terre. Donc, c'est à peu près les inconvénients, comment je peux dire, les conséquences néfastes, malheureusement, de notre confiance en soi, de manque d'estime. Mhm. Je pense que, en fait, l'erreur aussi qu'on fait souvent, c'est quand on n'a pas une bonne estime de nous-mêmes, on veut que nos enfants puissent avoir une meilleure estime d'eux, sauf qu'on n'utilise pas la bonne approche parce qu'on essaie de les convaincre en leur disant, en leur répétant tous les jours, mais eux, ils sont juste agacés, ils sont juste énervés de l'entendre tout le temps parce que nous, on n'est pas des modèles. On n'est pas des modèles. Donc, pour, par exemple, montrer à ta fille de 8, 9, 12 ans que c'est bien de s'estimer, que c'est bien de connaître sa valeur, faut que toi, d'abord, tu connais ta valeur. Et ça, ce n'est pas juste de dire à l'enfant, oh, je sais que tu es belle, mais quand toi, tu n'es pas conscient de ta beauté à toi-même. Donc oui, quand il est plus jeune, tu vas lui dire à l'enfant comment il est beau, comment il est bien, qu'est-ce qu'il veut et tout ça. Mais quand il devient plus vieux, ben, c'est le temps de lui montrer par toi-même comment toi, tu te valorises. Donc, on se rappelle par exemple, de ce que nos parents, ils ont fait. On se rappelle des sacrifices. Mais on va se rappeler aussi, on va se dire, OK, ma mère a toujours pris soin d'elle ou ma mère n'a jamais rien fait pour elle. Donc, des fois, on va dire, oh, ma mère, je pense qu'elle a toujours acheté plein de choses, des belles choses pour nous, mais elle se négligeait parce qu'elle voulait que ses enfants soient bien. Mais ça montre que ta mère n'avait pas une bonne estime. Donc, ce n'est pas juste de faire en sorte que l'enfant soit bien représenté, que l'enfant soit toujours propre et tout ça, mais c'est aussi de montrer à l'enfant comment se valoriser, comment avoir confiance en ses capacités, comment, dans la vie de tous les jours, il peut être quelqu'un de bien, quelqu'un qui se valorise en dépit de tout ce que les autres disent. Donc, c'est vraiment des modèles. Mais pour ça, il faut que d'abord, on puisse s'estimer, se valoriser, donc connaître ce qu'on vaut, connaître nos forces. Et ça se travaille. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. On se lève, on a fait un songe et tout va bien, mais c'est quelque chose qui se travaille. Donc, il faut vraiment prendre le temps de le travailler pour le transmettre à nos enfants parce que sinon, ça fait juste l'effet contraire. Mhm, mhm. C'est vrai. Parce que moi, j'ai déjà vu des mères qui ne s'aimaient pas, qui trouvaient, par exemple, qu'elle n'était pas belle ou qu'elle avait trop grossi, mais qui sont en train de convaincre leurs filles qu'elles sont belles malgré qu'elles sont rondes. Ça ne marche pas. Toi, tu es ronde, tu n'acceptes pas ta forme, mais tu essaies de la convaincre qu'elle est belle et elle est ronde comme toi. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. C'est pour ça qu'il faut d'abord soi-même être conscient de ça pour le transmettre parce que sinon, ouais, ça ne fonctionne pas. Puis, on ne peut donner que ce qu'on a, hein, on ne peut donner que ce qu'on a. Lorsque dans ta tête, avoir une certaine forme, avoir une certaine morphologie, avoir un certain type de cheveux, avoir une certaine couleur de peau, c'est ça qui est la norme. Même si tu aimes ta fille, l'amour que tu as pour elle fait en sorte que tu la vois comme la septième merveille du monde. Quand tu ne t'aimes pas, oui, oui. Quand tu ne C'est t'aimes pareil pour les cheveux, ouais. Salut Lily. Donc, en fait, quand tu ne t'aimes pas, tu pourras pas le transmettre à l'enfant. Tu pourras pas le transmettre à Non. l'enfant. Comme tu le dis si bien, à un âge, ça peut passer. L'enfant n'a pas encore, ne raisonne pas de façon poussée, il comprend certaines choses. Mais à partir d'un moment, on observe beaucoup nos parents. On voit comment ils agissent. Et c'est vraiment nos modèles, en fait. Vraiment Mhm. ça. Donc, quand l'enfant voit que, voilà, maman a confiance en elle, maman ne permet pas certaines choses, pas par méchanceté ni quoi que ce soit, mais parce qu'elle se respecte. Maman me respecte également, du coup, forcément, je me respecte.
je me respecte, elle me transmet en fait ce qu'elle a elle-même. Mais quand tu ne te respectes pas, ça va être difficile pour toi de transmettre ça à ton enfant. Forcément, l'enfant vit avec toi, l'enfant voit quand tu permets certaines choses qui ne doivent pas être permises. Donc, je suis tout à fait en accord avec toi. Mhm. Et ce qu'il y a aussi, c'est quand tu as confiance en toi, quand tu te valorises, quand tu te respectes, en fait, tu n'as même pas besoin de dire à l'autre, oh, faut que tu me respectes. Ça se voit, en fait. C'est pour ça que tu vas voir, il y a des gens, ils vont, par exemple, il y a des personnes qui vont dire n'importe quoi aux autres, mais ils te le diront pas à toi parce qu'ils le voient déjà que toi, tu te respectes et ils sachent qu'avec toi, ils n'ont pas le choix d'être respectés. Donc, ça paraît. Tu n'as même pas besoin de l'expliquer puis de dire à tout le monde, oh, moi, faut que tu me respectes, oh, moi, je ne fais pas comme toi. Mais ça se voit quand tu te respectes parce que tu agis d'une autre façon, parce que tu te comportes d'une autre manière, parce que tu parles d'une autre façon. Alors, les autres autour, ils le voient et quand ils sont avec toi, ils n'ont pas le choix. Tu vas voir, il y a des gens, quand ils sont avec toi, ils sont tellement respectés, puis quand tu les vois ailleurs, tu n'arrives pas à croire qu'ils sont aussi différents. Oui, mais parce que cette personne a compris qu'avec toi, il fallait qu'il soit de telle façon. Mhm. Je pense que ça peut être aussi avec nos anciens amis, les personnes qui nous ont connus. Moi, par exemple, à une époque de ma vie, j'ai vraiment été cette personne complètement en manque de confiance, en manque d'estime, qui ne m'aimait pas. Mhm. Donc, à cette époque-là, j'avais un certain nombre de personnes autour de moi, un certain entourage. Puis, voilà, lorsque je suis passée vraiment par le brisement et tout ça, le Seigneur a fait comme le ménage. Et donc, voilà, je ne suis plus vraiment en contact avec eux. Et j'aimerais te partager cette histoire et à toutes celles qui nous écoutent. Et récemment, il y a un d'entre eux qui m'a écrit. Cette personne, quand elle m'a écrit, elle ne m'a pas salué, elle m'a juste laissé un message comme ça, et sur un ton pas vraiment respectueux ni quoi que ce soit. J'ai vu le message et je voulais répondre, mais j'étais en train de faire quelque chose que j'ai laissé. Cette personne me réécrit en me demandant, tu ne salues même pas, alors qu'elle ne m'a pas salué. Puis je vois le message et je suis tentée de répondre et le Seigneur me dit, non, tu ne réponds pas. Tu y vas dans le respect et dans la douceur. J'étais tentée de lui dire, mais en fait, tu me dis, je ne te salue pas, mais en fait, tu ne m'as pas salué. J'étais tentée de lui dire ça, puis le Seigneur me dit, non, tu vas dans le respect, dans la douceur. Je prends mon téléphone, je le salue, comment tu vas, je vais bien, je suis désolée. Je n'étais pas répondu parce que voilà, j'avais quelque chose à faire, puis j'ai comment est-ce que ça a immédiatement changé la donne, en fait. Ça a donné un nouveau ton aux échanges, en fait. C'est devenu beaucoup plus posé, beaucoup plus calme, de son côté, beaucoup plus respectueux. Oui, je vais bien et toi, ça va bien et tout ça. Et avant, il y avait certaines limites qu'on n'avait pas forcément. Donc, il m'a appelé, j'étais pas occupée, j'ai pas décroché. Puis après, il a rappelé, j'étais occupée toujours, j'ai pas décroché. Et après, je lui envoie un message pour lui dire, excuse-moi, j'étais occupée, je pouvais pas décrocher et tout ça. Donc, j'espère qu'il y a pas de, il me dit, non, il y a pas de problème, c'est vraiment possible. Et là, j'ai vraiment vu à quel point, je le savais déjà, d'accord? Mais j'ai vu la puissance, en fait, dans les anciennes relations. Quand tu te respectes, parce que je me respecte, je lui ai parlé avec respect. Et ça fait en sorte que il a écouté le temps, il a vu, il a eu en face de lui une personne qui est venue avec du respect. Donc, il était obligé de rentrer dans cette dynamique-là. Et je sais que le fait que je n'ai pas décroché, quoi que j'étais occupée, ça va faire en sorte que demain, il y aura des limites. Il pourra pas m'appeler à certaines heures. Il pourra plus me dire certaines choses. Il y a Mhm. une limite saine qui s'est créée. Il saura que voilà, avec celle-ci, maintenant, c'est plus le même schéma. Les choses ont changé. Il faut maintenant plus de respect, en fait, dans la relation. Donc, c'est un exemple comme ça que je voulais donner pour faire comprendre que lorsqu'on fait ce genre de choses soi-même, c'est quelque chose qu'on transmet facilement à l'enfant parce que forcément l'enfant nous voit agir comme ça, l'enfant nous entend parler, on est naturel avec nos enfants. Nos enfants nous voient énervés, nos enfants nous voient. Voilà. Donc quand l'enfant te voit être comme ça, l'enfant écoute certaines choses, elle va avoir tendance à reproduire ça naturellement, très naturellement. Ouais. Parce que les paroles, en fait, les phrases que tu as en présence de l'enfant, ce que tu dis, que l'enfant t'entend répéter tous les jours, si c'est négatif, ben c'est sûr que c'est un modèle négatif. Mais si c'est positif, c'est un modèle positif. Donc, il est imprégné d'un environnement positif. Donc, c'est sûr, il va avoir du positif, ça va l'influencer dans ses actions, dans ses choix, parce qu'il l'entend tout le temps. Mhm. Tout à fait. Ouais, ouais.
Fait que c'est vraiment pourquoi c'est important, en fait, de commencer à travailler l'estime des enfants très jeunes, parce que sinon, c'est un cercle, en fait, qui continue de tourner. C'est que maman n'avait pas confiance en elle, moi, je n'ai pas confiance, et ça prend beaucoup de temps aussi de travailler. Donc, c'est mieux de faire de la prévention au lieu de laisser, et plus tard, rendu dans les vingtaines, dans les trentaines, être encore en train de guérir des blessures de l'enfance, de guérir des blessures de l'adolescence, parce qu'en fait, c'est lourd à porter et c'est très difficile à guérir. C'est lourd, c'est lourd. Parce que c'est ce que je fais. Moi, j'ai vécu ça. Puis moi, c'est pas forcément mes parents ni quoi que ce soit, c'est mes choix de vie désastreux qui ont conduit à ça. Et je sais à quel point ça peut être douloureux, à quel point ça prend du temps de vivre une restauration. Sérieusement. Hier, j'étais en train de partager que la destruction, là, le processus de destruction peut prendre 1 seconde. Par contre, la restauration, ça prend. Parce que lorsque tu veux faire un travail de profondeur et de qualité, ça te prend d'aller poser de bonnes fondations, puis avant de bâtir l'édifice. Ça ne se fait pas n'importe comment. Ça ne se fait pas n'importe comment. Du coup, ça prend du temps. Ça prend du temps d'un processus, en fait. Donc, oui, je suis totalement pour le fait de s'y prendre tôt, de faire une prévention, d'éviter à l'enfant beaucoup de blessures, beaucoup de douleurs, parce que là, dehors, il y a beaucoup de choses, en fait. L'ennemi aussi est levé contre notre destinée. Donc, si on peut au maximum éviter à l'enfant de vivre ce que nous, on a vécu, pourquoi ne pas le faire? Puis tu es là, donc voilà. Tu accompagnes dans ce... Ouais, ouais. J'adore la prévention, en fait, parce que je me dis, la prévention nous sert à même ne pas expérimenter des choses, de savoir ce qu'il y a comme réalité, de dire ça, je ne le veux pas pour mon enfant, je ne l'accepte pas. Donc, je commence d'abord à mettre des choses en place pour que mon enfant puisse éviter ces choses, ne soit pas exposé ou puisse savoir comment faire face à ces choses quand ça va arriver dans son quotidien. Donc, quand il va faire face à, quand il sera accompagné des amis qui vont faire n'importe quoi, qui vont décider de faire n'importe quelle bêtise, mais faut qu'il soit prêt à dire, voilà le choix que je fais. Et si cet enfant choisit de faire un choix qui n'est pas contre sa valeur, faut qu'il soit quand même conscient, en fait, de prendre sa décision. Mhm. Moi, je dis tout le temps, faut que l'enfant soit capable de faire un choix éclairé. Donc, de dire, je choisis de prendre ce chemin, je connais les conséquences, mais je le choisis. Mais pour ça, il faut qu'il connaisse les conséquences des deux chemins. Donc, si tu fais à droite, voilà ce qui va arriver. Si tu fais à gauche, voilà ce qui va arriver. Et donc, quand il prend son chemin, il le fera en connaissance de cause. Pas juste parce qu'il ne le savait pas, puis personne ne lui a dit, alors il a décidé de. Donc, faut qu'il prenne son chemin en connaissance de cause. Mais pour ça, il faut le préparer d'abord. Donc, il faut faire de la prévention. Il faut que l'enfant soit conscient de ce qui existe dans son quotidien, savoir comment le gérer, comment réagir, comment faire face à la réalité, en fait. Puis Parce que ce qui se passe à la maison, ce n'est pas la réalité. j'ai lu un commentaire tout à l'heure, il nous surprend parfois. Oui, c'est vrai, des fois, ils vont se protéger, ce qui est bien, mais pas tout le temps bien, parce que l'enfant est quand même exposé à la réalité. Ce qui se passe à l'intérieur de la maison, ça se passe seulement à l'intérieur de la maison. Dès qu'il sort, qu'il met les pieds à l'école, ce n'est plus la même réalité. Ce n'est plus la même réalité dans le quartier, ce n'est plus les mêmes valeurs qui se partagent. Donc, l'enfant est en train de côtoyer des personnes de tout horizon. Il faut qu'il soit prêt, il faut qu'il soit préparé, sinon c'est de l'inconnu et on a tous envie d'aller explorer l'inconnu. En tout cas, à cet âge-là, on a envie, plus tard, on aime mieux rester dans notre zone de confort. Mais à cet âge-là, on a envie d'explorer l'inconnu. On veut savoir ce qui se passe. On veut réellement, même si on nous a dit, oh, voilà ce qui va arriver, mais on veut le sentir, on veut le vivre. Mais pour ça, il faut qu'on soit prêt, il faut qu'on soit capable d'assumer nos choix. Tout à fait. Ouais. Fait que d'où le programme. Mais toi, je pense que tu as un programme, en fait, en ce moment qui parle d'identité, je pense. Oui, oui, sur la confiance en soi. Sur la confiance en soi. Donc, c'est vraiment d'aller poser les bonnes fondations parce que voilà, on construit notre confiance en soi sur de nouvelles choses. D'ailleurs, on ne construit même pas. OK, on essaye voilà, de se faire confiance. On décide de se faire confiance et on le fait sur de mauvaises raisons. On choisit de mauvaises bases et ça crée des conséquences, voilà, désastreuses. J'en ai parlé avant. Puis c'est vraiment un programme où on va aller poser les bonnes fondations, on va aller travailler sur les peurs qu'on a, la peur du regard des autres, la peur, le besoin d'être tout le temps approuvé par les autres. On va aller travailler certaines peurs. On va travailler sur les croyances limitantes et aussi comment développer sa confiance en soi jour après jour parce que c'est quelque chose qui se bâtit jour après jour. C'est pas comme
Il n'y a pas comme une journée, puis c'est bon, là, moi, je suis arrivée, non. On bâtit ça jour après jour. Et puis moi, j'aime être franche par rapport à ça. Je promets pas du miracle, mais je vais te donner les clés tout à fait pour que tu puisses avoir une bonne confiance en soi, bien bâtie sur le roc, et que tu puisses la développer jour après jour. Voilà quoi, c'est ce programme-là que j'ai. Et ça commence en juin, mais les inscriptions sont déjà ouvertes actuellement. Donc, je suis sur Instagram sous ce nom-là et le lien se trouve dans la bio. Faut juste cliquer sur le lien dans la bio pour vous inscrire. Ouais, parce que toi, Instagram, c'est toute une histoire. Ça va venir, ça va venir. C'est l'une de mes Ouais, plateformes, ça va. mais je vais m'y remettre en fait. Je suis en train de me donner le goût en fait de revenir à Instagram. Et puis je pense que Ça c'est va venir. les directs, les réels et tout ça. Je vais aller à ton école. Je vais aller à ton école. C'est bon. Je t'attends, je t'attends. Puis parallèlement, il y a un programme, il y a le programme Adolescence qu'on a lancé qui commence officiellement le 19 juin, mais que le lancement est maintenant. Donc, c'est un programme qui vise à renforcer le lien, solidifier le lien mère et fille pour permettre à ce que les filles puissent avoir de l'accompagnement durant leur adolescence. Donc, ce ne sont pas des filles qui vont décider d'agir toutes seules dans leur coin, mais ce sont des filles qui peuvent venir demander des conseils, qui peuvent venir se laisser guider, qui peuvent venir auprès de leur mère, se laisser accompagner. Donc, pour éviter que ces filles puissent accumuler toutes sortes de blessures émotionnelles, puissent vivre toutes sortes d'expériences qui vont les briser et que ces filles auront plus tard à faire juste des réparations. Donc, on travaille l'estime de ces filles, leur confiance en soi, donc qu'elles apprennent à se valoriser, à s'aimer, qu'elles reconnaissent leurs dons, leurs talents, leurs forces, qu'elles reconnaissent aussi c'est quoi leurs défis et apprennent à s'aimer en dépit de tout. Donc, que ces filles puissent apprendre le pouvoir de la déclaration, de la méditation et que ces filles soient préparées à l'adolescence. Donc, savoir les changements physiques qu'elles vont vivre à l'adolescence, comment faire face à ces changements. Parce que oui, on ne se rend pas compte, mais avoir des seins plus petits que l'autre ami, ça peut diminuer l'estime et la confiance en soi. Oui, ah Donc, oui, ah oui. vraiment que ces filles soient prêtes à tout ça à l'adolescence, les changements physiques, changements au niveau de la mentalité. Est-ce que c'est normal d'avoir des opinions différentes et comment réagir, comment exprimer avec sagesse? Donc, on travaille vraiment tous les bagages pour permettre à ce que ces filles soient prêtes pour l'adolescence et en même temps, on travaille avec les mères parce qu'on sait aussi que si, par exemple, moi, je fais plein d'efforts et que l'autre personne ne me comprend pas, donc c'est plus décourageant. Donc, on permet à ce que ces mères soient au courant de tout ce qui se passe avec leurs filles, soient capables de les accompagner en ayant les bonnes techniques, les bonnes astuces. Donc, savoir comment s'y prendre, comment réagir, comment comprendre les comportements et comment concrètement les accompagner sans jugement. Parce qu'on peut accompagner tout en jugeant, mais là, on veut vraiment éviter le jugement. Donc, le programme adolescence est là. Le lien est en bio. C'est pour les filles de 9 à 12 ans avec leur mère. Donc, on a un groupe séparé. On a deux groupes séparés, un groupe pour les mères et un groupe pour les filles, pour permettre à ce que chacune soit quand même à l'aise de s'exprimer ouvertement. Et donc, on travaille en parallèle. Donc, le travail, il y aura des exercices à faire à la maison pour mieux intégrer ces notions dans le quotidien. Donc, le travail se continue, mais après le programme, les mères seront assez équipées pour continuer le travail, accompagner leurs filles toute leur Mhm. Donc voilà, donc si tu es intéressé par ce programme, si tu veux travailler, si tu veux faire de la prévention avec ta fille, si tu veux que ta fille soit une lumière, soit inébranlable, puis savoir qui elle est et ne pas se laisser influencer par le monde, ne pas se laisser emporter par les bêtises, toutes les mauvaises expériences du monde. Donc, je t'invite à cliquer dans le lien en bio et à t'inscrire à ce programme qui sera super et que j'ai super hâte. Je suis tellement excitée de ce programme. Donc voilà, Laurent, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Euh, bon, quoi dire d'autre? J'aimerais dire à toutes les femmes qui m'écoutent, puis peut-être aux ados aussi, je ne sais on sait jamais qui va nous écouter. J'aimerais juste dire que tu as de la valeur. Ça, c'est quelque chose que je trouve extrêmement important de dire et de redire. Tu as de la valeur, peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce qu'on t'a fait, peu importe tes choix de vie, peu importe ce que tu vis actuellement, peu importe les limitations que tu as, peu importe l'opinion des autres. Toutes ces choses-là ne définissent pas qui tu es, ne définissent pas la valeur que tu as. La seule personne qui peut définir la valeur que tu as, c'est la personne qui t'a créé, celui qui a ton mot d'emploi. Donc, et cette personne dit que tu as de la valeur, tu es inestimable. On ne peut pas t'estimer,
Ni l'or, ni l'argent, ni le diamant, ni les pierres, les petites choses du monde, en fait, ne peuvent pas t'expliquer. Donc, tu as de la valeur. Tu es inestimable, en fait. Donc, je prie vraiment que cette vérité-là, cette révélation-là, ce que ça s'imprime dans ton subconscient, dans ta tête, maintenant, au nom de Jésus, que tu prends conscience que tu as de la valeur, tu es inestimable, tu es belle, tu es magnifique, tu es juste waouh, tu es une créature merveilleuse. Donc ça, c'était vraiment mon mot de fin, voilà, pour une femme, pour une ado. Merci beaucoup, Laura. Merci beaucoup. C'est vraiment, je sens ton onction dans tes phrases. Fait que merci beaucoup pour ces paroles de bénédiction, pour ces paroles positives. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on n'a pas de questions. Il me semble que j'ai regardé et il n'y a pas de questions. Je pense qu'il n'y a Fait pas que si vous avez, oui, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Parce que je pense que je n'ai pas vu de questions. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment où vous pouvez les poser. On va prendre le soin de répondre. Sinon, Laurent, j'ai vraiment adoré. Donc, je suis vraiment reconnaissante que tu aies accepté mon invitation. Donc, c'est vraiment un plaisir de t'avoir accueilli et t'avoir entendu parler de tous les bienfaits, en fait, de tout ce qu'il y a de positif, de bien quand on connaît notre identité, donc tout ce que ça peut nous apporter, la joie dans le quotidien, l'épanouissement, tout ce que ça peut apporter de positif, donc l'importance de le travailler jeune pour éviter de porter des fardeaux trop lourds, pour éviter d'être trop dans des situations qu'on finisse par nous identifier avec. Quand à la base, on n'est pas ces personnes, donc on est des personnes merveilleuses, on est douces, on a les caractères de l'esprit en nous et on peut les manifester dans le quotidien. Il faut y croire, il faut le travailler, y croire. Donc, merci d'avoir été là avec nous. Et je pense qu'on n'a pas de questions. Merci pour l'invitation, c'est un Ah, honneur. ça fait plaisir. Puis tu es en train de me réconcilier à Instagram, donc oui, c'est que du positif en fait. Je t'attends sur Instagram. Tu montreras comment faire pour Facebook parce que moi, c'est plus Facebook que Il n'y a pas de j'ai problème. l'habitude. Puis aussi, C'est faut bon. dire que je suis sur Facebook, donc c'est là-bas que je pose beaucoup de contenu, que j'ai plein de vidéos et tout ça. Donc, vous pouvez me visiter sur Facebook, Laurent Goto, puis voilà, m'écrire si vous avez des questions, si le thème qu'on a abordé ou les propos, en fait, si ça vous a touché d'une façon ou d'une autre, et échanger par rapport à ça, écrivez-moi. Même si c'est sur Instagram, je vais répondre. Je vous promets que je vais répondre. Là, je suis disponible. Rien que pour vous. Voilà. C'est bon. Fait que merci beaucoup, Laurent, et on dit bye. Il n'y a pas de questions. Fait qu'on va se revoir une autre fois. Merci beaucoup. Bye tout le monde.